informations, nous les avons donc en partage pour vous offrir un service que vous allez certainement apprécier. Alors, bienvenue dans le rendez-vous de la bonne humeur. Restez-y tout simplement, car c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. C'est lundi. C'est lundi. Et nous avons très bien démarré la semaine. Et aujourd'hui, l'équipe du jour, composée donc de Jessica Bomba, de Bienvenue Neba. Ouais, je peux vous appeler Bienvenue Neba, on est à l'antenne. Hein. Non, je le dis parce que je ne savais pas que j'allais pouvoir un jour vous appeler. Je ne savais même pas que j'allais pouvoir vous côtoyer quand je vous voyais très petite. Oh là là. A fortiori, vous appelez sans mettre le monsieur, franchement. Ah, les enfants de maintenant. Hein. Monsieur est l'artiste. C'est vrai en plus. Et le nom, ça se dit sans monsieur. Sans monsieur. Sans monsieur. Bienvenue. Neba. Bienvenue à Bienvenue Neba. Merci. En tout cas, je trouve que vous avez une meilleure mine aujourd'hui, franchement. Oui, même si je suis un peu enrhumé, mais vous avez, vous avez un plateau magique. Oh là 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 là. Quand on y est, nous avons un plateau. Oui, ça y est, ça y est. Nous avons un plateau magique. C'est cela. Oui. Merci. Tout change. Merci beaucoup, le doyen. Jessica Bomba pour vous, très chers téléspectateurs. Franchement, le week-end. Je vous trouve très jolie aujourd'hui. Plus que d'habitude. Vous êtes pétillante. Je sais pas, ça doit être C'est vrai, vous êtes d'accord avec elle? Ouais. Merci. Alors, le week-end, il a été? Reposant, comme tous les week-ends. On reste à la maison, on se repose. Et puis Ça voilà. reste à vérifier. Marie-Paul n'est pas avec nous, vrai. mais je pense que Philo sera quand même avec nous aujourd'hui. Oui, bah heureusement. On est à quelques jours de la Saint-Valentin, il paraît que le mec, il se cherche, là. Il se cherche. Docteur Philo est où? Bah d'accord, bah, s'il n'est pas là, on va poursuivre l'émission. Mon travail, c'est mon travail que tu vas faire pour moi. Tu me prends pour qui? Il faut partir, tu vas te renseigner s'il est pelle. Tu vas te renseigner s'il est pelle. Est-ce que c'est normal que quelqu'un tape ton bœuf? Je passe, je viens, c'est Guidron. Guidron, tu es autoroute Guidron. Comme ici, bon, nous, on vient, il prend son pied, il tape mon bœuf. Pour eux, c'est bon. C'est moi qui ai le droit de taper mon bœuf, c'est pas lui qui a le droit de taper mon bœuf. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, moi, le travail que j'ai fait, il faut que les gens nous respectent. Mais aujourd'hui, je vais lui lancer sort. Ah bon? Je ne s'amuse pas de... Pour ça? Ah bon? Même toi, mais je peux te... Oh là là, pardon. Je n'ai pas... Il n'a rien fait. C'est la colère qui fait ça. C'est la colère qui fait ça. C'est la colère qui fait ça. Mais vous êtes en colère contre l'autre monsieur ou contre Bienvenue Neba? Bon, c'est parce que je parlais depuis personne et parlait. C'est lui qui a répondu. Donc le colère est automatiquement dirigé vers lui. C'est le seul qui fait ça. On nous respecte un peu. Sacré docteur Philo. Et voilà, aujourd'hui, notre invité témoin, il s'appelle Glé Goudou Anissé. Voilà, on le recevra dans quelques petits instants. Et puis, la phrase que je vais vous communiquer émane de lui, c'est sa vie. Je crois qu'on m'a lancé un sort. On en saura davantage dans quelques petits instants, mais pour l'heure, je vous invite à écouter le portrait de notre invité témoin. Il se nomme Glé Goudou Anissé. Cet homme de 38 ans est célibataire et père de 3 enfants. Il est également l'aîné d'une famille de 4 enfants. Anissé était un élève brillant à l'école, mais se voit obligé d'arrêter l'école en classe de 5e par manque de moyens. Il aide ainsi sa mère dans les travaux champêtres avant de se lancer à l'aventure. Notre invité exerce en tant que vigile pendant 11 ans, puis perd son travail à cause d'un mal qui le ronge depuis le 28 avril 2016. Est-ce un sort? Découvrons son histoire avec Caroline. Merci beaucoup, public de ces midis. C'est avec ces mêmes applaudissements que nous allons recevoir notre invité. Il aura forcément besoin de vos encouragements. Glé Goudou Anissé, notre invité témoin du jour. Et voilà, docteur Philo qui l'aide à nous rejoindre sur
le plateau de C'est Midi. Notre invité est un ancien vigile. Il a exercé cette fonction de 2007 à 2017. Il est père de 3 enfants. Anissé, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Content d'être là, content d'être avec nous? Je suis content d'être là. Vous êtes content d'être là, d'accord. Vous connaissez bien Dr Philo? Oui. Tout le monde le connaît. Alors Philo, je crois qu'on m'a lancé un sort. C'est le thème que vous allez tout de suite décortiquer. On vous retrouve. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci beaucoup. C'est ça, je pense que le sort, c'est... Quand vous dites qu'on se connaît, c'est quoi? Vous me connaissez en tant que lanceur de sort ou bien, je ne sais pas? En tant que qui? En tant qu'humoriste. Ah, en tant qu'humoriste, d'accord, vraiment, c'est bien. Donc, je veux dire que le sort, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein. Ça me gêne un peu, franchement, ça me gêne. Parce qu'il y en a qui croient au sort, il y en a qui ne croient pas au sort. Voilà, moi, je dis, en tant que bon Africain, bon Ivoirien, je crois. Voilà, je crois. Tout à l'heure, j'ai dit, quand j'étais dans le rôle du peuple, mais ils aiment beaucoup lancer, en fait. Ils aiment menacer les gens avec ça. Voilà. Sinon, c'est la même. En tant que bon pèlerin, je peux transformer quelqu'un en bœuf ici. Ça n'a rien à dire. S'il y a un volontaire, il peut venir là tout de suite. Je lui lance le sort, il se transforme en bœuf. Qui a des roues? Venez. Monsieur, vous avez dit roux, venez, prenez. Le sort, ça effraie. Il a eu peur. C'est pas ça. Non, vous l'avez pris vraiment. Vous n'avez pas peur. Non, je ne lance pas de sort. Mais je veux dire que c'est mon avis, c'est mon point de vue, et ça n'engage que moi. Ça existe. Le sort, ça existe. Nous, on est là, souvent, on est là, sort là même. Moi, nous-mêmes là, souvent, ça nous arrive. Non, parlez pour vous seulement, s'il vous plaît. Non, souvent, quand j'ai dit nous-mêmes là, j'aime vous voir. Si je vous vois quelqu'un, c'est pas moi, mais je n'ai pas vous voir. Nous-mêmes là, ça nous arrive parfois. Tu te nounoies. Voilà, j'aime nous noir. Non, nous-mêmes là, mais non, sérieux, on est là souvent, on est sur le plateau, on est là, mais on vient nous taper. On arrive au bureau là-bas, on dit tu as migraine. Ça arrive. Moi, ça va arriver. Vous êtes avec moi, vous êtes... Ils se reconnaissent pas. C'est pourquoi ils disent que je suis un peu gêné. Je dis là, ça qui est dans son coin d'affaires. Le deuxième courrier, la main, il est vite ça. Mais le son, je veux dire, ça arrive. Et aujourd'hui, c'est déplorable. Quand nous allons dans la rue, on voit des gens qui disent qu'ils sont sortistes. Ça veut dire, lui, il vend sort. Oui. Ah, jamais allez-y. Non, attendez. Moi, je dis ce que vous ne voyez pas. Il est là, il dit, il vend sort. Il dit, je suis sortiste. Souvent, tu dis, ça n'existe pas. Il dit, bon, c'est ici, sortez-leur. Lui-même, il est là, il cite les noms. Voilà. Mais les gens, c'est tout. Et c'est bien bizarre, cette histoire de sort, cette histoire, il y a des gens, même quand ils te lancent le sort, même celui qui vient te traiter là, il reçoit le sort. C'est pourquoi souvent, quand vous allez à l'hôpital là, on te lance des trucs, quand tu arrives, le médecin lui-même, il te dit, t'as mal dit là, moi-même, il n'est pas vous partir. Lui-même, il a reçu le sort aussi. Ça arrive. Je vous dis, ça existe. Les gens, ils vous lancent, ça existe. Et vous ne pouvez pas me croire, hein. Mais ça existe, c'est le comportement, ça existe. Mais en même temps, il faut respecter le point de vue de ceux qui ne croient pas au sport. Parce que les blancs, regardez, les blancs, tu vas lui parler de sport, il va croire. Il ne va pas croire. Eux, mais ils prennent pour faire un musulman. Ils font football, ils font tirage au sport. C'est un sortilège. Voilà. C'est ce qu'ils te disent, c'est un sortilège. Voilà, c'est un sortilège. Je ne crois rien. Je crois rien. Tout ça. Nous, on dit bibo. Colo là. Et tu vas croire à cela. Mais en même temps, je vous dis que c'est un appel que je vais lancer aux gens. D'accord. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais il faut faire très attention à ce qui sort de la bouche. Ce n'est pas forcément le sort. Il y a des gens, tu as l'impression qu'ils se brossent avec citron chaque jour. Ils parlent mal. Il y a des gens, je vous jure, ce n'est même pas le sort. Quand il te dit que quelque chose va t'arriver, ça t'arrive. Ça, ce n'est pas le sort. Mais c'est parce que lui-même, sa bouche là même là, il n'y a pas de bonnes choses qui sortent dedans. Donc faisons très attention à ce qui sort de notre bouche. D'accord. Ce qu'il veut dire aux uns ou aux autres. Et c'est très très important. Monsieur, je ne lance pas de sort. Je suis juste un humoriste. Voilà. D'accord. Je ne suis même pas peul. Merci beaucoup, Dr Philo. Nous allons à présent retrouver Pater Nassemian pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Pater Nassemian. Nous sommes lundi et c'est la première émission de C'est Midi de la semaine. La question de ce micro-trottoir de C'est Midi est la suivante. Avez-vous déjà été victime d'un mauvais sort? Élément de réponse. Je n'ai jamais été victime d'un mauvais sort, mais je crois qu'on peut lancer un mauvais sort à quelqu'un. Il y a des trucs qui arrivent dans la vie qu'on a l'habitude de voir en société. C'est lorsque on fait quelque chose à quelqu'un que la personne n'a pas aimé. Si la personne a un mauvais cœur, il lance un mauvais sort à la personne. Et puis souvent, ça agit.
Je suis un croyant, donc vraiment je ne pense pas à ces choses-là. Je sais que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu, donc pour moi, bon, c'est des choses qui n'existent pas. Moi je crois, hein. Vous savez, c'est comme ça, le monde, hein, sinon l'Afrique surtout que nous sommes, les Africains que nous sommes. Ouais, pour moi, vous êtes là et puis bon, écoutez, je sais pas, je suis contre vous, comme ça, je n'aime pas votre affaire. Et puis bon, comme ça, il faut lancer ce sort, soit pour faire souffrir, vous avez ça sur vous, vous souffrez, ou alors vous n'êtes plus là. Je n'ai jamais été victime de ce truc. Bon, mais comme on est en Afrique, tout est possible, hein, parce qu'il y a d'autres qui disent que oui, tel type a été frappé par un mauvais sort. Et vraiment, quand on vérifie aussi souvent, c'est vrai, mais bon, moi je crois qu'il faut croire en Dieu et puis voilà, la vie continue, quoi. En tant qu'Africain, j'y crois, mais j'avoue que c'est quand même difficile aujourd'hui de dire qu'en tant qu'Africain que ce fléau, ou bien ça n'existe pas. Hein, ça existe, mais je n'ai jamais été victime. Bon, je sais que j'ai des amis par moment qui ont fini les études, qui n'ont pas pu avoir un emploi depuis lors. Ils estiment qu'ils ont été victimes, hein, de ce phénomène-là. Moi-même personnellement, non. Mais oui, j'ai entendu. Quelqu'un dit qu'il a été victime d'un mauvais sort. Cette personne n'enfantait pas du tout. Au fait, au niveau de sa famille, je ne sais pas vraiment le problème qu'il y a eu. Mais je crois que la tante n'avait pas approuvé le mariage. Donc elle a dû faire une sorte de pratique pour l'empêcher justement de faire des enfants. Et ça a été révélé au cours d'une prière, tout et tout. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes toujours avec Glé Anissé. Anissé, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci, madame. Alors, il faut dire que vous étiez un élève brillant. À ce qu'il paraît, hein, malheureusement, vous avez été contraint d'arrêter les études en classe de 5e. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ça. Je remercie beaucoup la ETI pour donner l'occasion aujourd'hui. Ça a commencé en 2016. Non, par rapport à la classe. Oh, ok. Les études que vous avez arrêtées en classe de 5e. J'ai arrêté. On dit que vous étiez brillant. C'est ça. Quand j'ai perdu mon papa, je suis resté avec maman. Donc, la vieille n'avait pas les moyens pour financer les frais de scolarité. Donc, c'était difficile. On ne m'a pas renvoyé. C'est moi-même, j'ai dit à maman que je vais arrêter. Elle dit, mais tu vas arrêter comment? Je vais faire tout ce que à mon possible et puis je vais se scolariser. J'ai dit non, maman, c'est bon. C'est bon. Tous ceux qui sont grands types en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde ne sont pas passés par l'école. Puisque le vieux ne vit plus. Tous les jours, tu vas te fatiguer comme ça toujours. Oh, mais vous étiez dans une école publique ou privée? Bon, c'était une école, lycée moderne de Danané. D'accord. Donc, il y a parfois, quand l'entrée arrive, je suis le dernier à rentrer. Tous mes amis sont déjà partis 2 semaines plus tard, puis je retrouve maintenant l'école. Je dis non, c'est bon la vie. Donc je suis resté avec elle au village, je l'aidais à faire les travaux champêtres. Et une année, il dit bon, la vieille, je vais aller à Abidjan. Comme ton petit frère, il est étudiant à Abidjan, je vais partir derrière lui et puis je vais me chercher. Mais tu n'as pas un niveau d'études élevé, tu vas aller à Abidjan, tu vas faire quel travail? Il dit non, peut-être je peux trouver travail de vigile ou bien travail de boy chez les grands types. Et c'est comme ça que je suis venu à Abidjan. Quand je suis venu à Abidjan, j'étais avec mon oncle. Et il est étudiant, il a fini les études aujourd'hui. Bon, il ne travaille pas pour le moment. Et c'est ainsi, je lui ai dit, ah, tonton, je vais aller à Cocody, à la Riviera, pour me chercher. Ah, tu connais qui là-bas? Il dit non, arrivé là-bas, je vais. Ceux qui vont m'accepter, je vais dormir chez eux. Et je suis venu à Cocody ici, je connaissais personne. J'ai rencontré un jeune, on vient du même département. Même région en fait. Donc c'est lui qui m'a accepté, puis je dormais avec lui. Et un jour comme ça, on allait chercher du boulot, on a eu du travail, lui et moi. Ils nous ont appris dans une société de gardiennage. Maintenant, après avoir fait 6 mois, le DG a dit non qu'il va diminuer l'effectif. Donc ils nous ont fait asseoir. J'étais au chômage et un jour, j'ai raconté mon patron. J'étais resté avec lui, puis je suis tombé malade là, puis je l'ai rencontré. C'est comme ça. Quand vous dites que vous êtes tombé malade, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, quand j'ai commencé avec mon nouveau patron, c'est un particulier. Il m'a dit, bon, tu vas faire 2 jours de travail, 2 jours de repos. J'ai dit, ok, merci patron. 2016,
le 5 janvier 2016. Je monte au travail le 3. Je monte au travail, j'ai travaillé le 3. Le 4, je suis descendu le 5. Mon jour de repos, je dors, je vais me réveiller. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je sens tous les pieds, mais je n'arrive pas à m'arrêter pour marcher. Et je l'ai appelé. Le même jour, il a dit, ah patron, je veux me rendre au travail, mais je viens de me réveiller le matin, je n'arrive pas à marcher. Il dit, mais tu n'as pas envie de travailler, ou bien c'est quoi? Tu étais ici avant-hier, non? Il dit, oui patron, et il doit monter aujourd'hui. C'est là il a envoyé son chauffeur pour venir voir si vraiment ce qu'ils sont en train de dire c'est vrai. Et il a envoyé son chauffeur, il m'a vu, vraiment c'était vrai. Et le chauffeur était vraiment choqué. Il allait dire à le patron, ah vraiment, il n'arrive pas à marcher, il est assis seulement dans son salon là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est produit la veille pour que vous n'arriviez pas à marcher à votre réveil? À la veille, rien ne s'est passé. Il était en pleine santé. Et tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Antérieurement, il n'y avait pas de grands signes de fatigue ou je ne sais pas, des malaises? Rien. Rien du tout? Rien du tout. La journée même, je suis allé à la Riviera 2, à l'agence de MTN pour aller retirer ma puce. Et je suis venu, j'ai mangé à midi, je me suis reposé le soir. Et puis mes enfants, on est sortis, on allait marcher un peu dans la rue d'Akwé. Depuis, on est revenu à la maison. Je les ai laissés devant la télé, je suis parti me coucher. Il me réveille le matin, je n'arrive pas à marcher. Ma femme m'a dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, je n'arrive pas à marcher. Que voilà ça. Elle dit, non, peut-être c'est crampe, après ça va passer. 10 heures, je suis toujours assis. Je fais tous les mouvements, je n'arrive pas. Et quand le patron a envoyé son chauffeur, il m'a appelé. Le chauffeur est retourné, il a dit à le patron que vraiment, Anissé ne peut plus marcher, il est assis. Il s'est réveillé le matin, il n'arrive pas à marcher, il est assis. Et le patron m'a appelé sur mon portable. Tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, bon, je vais aller à la clinique Fratmat à Djamé pour aller faire des examens pour voir ce qui ne va pas. Et à ce moment précis, qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Vous êtes bien portant, vous vous couchez le lendemain, vous n'arrivez pas à marcher. Ce qui se passait dans ma tête, je me suis dit immédiatement que ce n'est pas normal. Est-ce que vous avez pensé à une paralysie? Ou bien vous disiez que c'était passager? J'ai dit que c'est un truc, ça va passer. Et au fur et à mesure, les jours passent, je suis toujours assis. Et les pieds me brûlent plus, ça me fait mal au niveau des 2 genoux. Et quand le mal s'empire, c'est comme si je suis assis auprès du feu, puis je transpire, je coule sur moi comme ça. On dirait qu'ils sont en train de faire les travaux durs. Et on est arrivé à la clinique à Djamé, clinique Fatmat. On a fait, le docteur m'a dit d'aller, il m'a donné une ordonnance, il dit allez-y faire examen du bassin aux orteils. Donc quand on a fait les examens, on nous a dit à 14h de venir prendre les résultats. On a pu les résultats le lendemain à 14h. On envoie, le docteur regarde, dit je n'ai rien. Il dit non, docteur, regardez bien. Il dit non, c'est pas moi, j'ai fait ça, c'est quitté à laboratoire. Ce qui est ici, on dit tu n'as rien. Le résultat dit tu n'as rien, tu es en bonne santé. Donc quand on est revenu à la maison, j'ai pris taxi contre, je suis revenu encore chez mon patron, à domicile où on travaille, à son domicile. Et puis je lui ai montré les résultats. Il était assis pendant un bout de temps, il n'a pas dit un mot. Il dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Il dit, patron, c'est la question moi-même, ils sont en train de me poser depuis le 5, nuit, ce matin, jusqu'à l'air là. Mais hormis les résultats des analyses, est-ce que les médecins ont émis certaines hypothèses? Les médecins... Les hypothèses, des choses qui seraient liées à votre mal? Non, les médecins eux-mêmes ils m'ont demandé que tu n'as pas eu un accident. Il dit non. Que tu n'es pas tombé. Il dit non. Que je suis descendu du boulot et je dors, je me réveille là. Voilà ça qu'est là, docteur. Et ils m'ont dit, ah vraiment, ton cas là, vraiment, nous, ce qu'on peut dire seulement, faut prier Dieu, c'est tout. Sinon, vraiment, ça nous dépasse. Et c'est comme ça. Et mon patron, chez lui, à domicile là-bas, il m'a dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, bon, je vais aller au village, derrière maman au village, pour aller faire indigénat. Il a dit, ok. Et il m'a payé mon transport. J'ai appelé mon petit frère, il est venu me chercher. Et on est parti le lendemain au village. D'accord, on va poursuivre tout à l'heure. Justement, je voulais demander si, quand l'hôpital, après les examens, on a dit qu'il n'y avait rien, est-ce que déjà à ce moment, vous avez pensé à un sort? Là, c'est un. De deux, je suis étonné. On vous demande
si, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous dites, je veux aller à la clinique tant. Est-ce que cette clinique-là a des qualités particulières, une renommée particulière? Parce que vous dites avec précision, je veux aller dans telle clinique pour faire des examens. Alors, premièrement, est-ce que vous avez pensé au sort qu'on vous aurait lancé à ce moment-là? Et deuxièmement, pourquoi cette clinique? Ok. Premièrement, je n'ai pas pensé au sort. Je me suis dit, quand je vais faire des examens, les résultats vont me dire ce qui est arrivé, puis je n'arrive pas à marcher. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, à ma femme, que je veux aller à la clinique Fatmat à Djamé. Accompagne-moi là-bas. Et c'est comme ça, on s'est rendu là-bas. D'accord, moi je veux savoir, est-ce que vous avez pris la peine d'aller voir un autre médecin, par exemple? Oui, après pour ça... vérifier, parce que le premier vous a dit il n'y a rien. Est-ce que vous êtes allé quand même voir un autre spécialiste pour savoir s'il y avait autre chose? C'est ça. Après la clinique Fatmat, on s'est rendu encore... j'ai un docteur qui me suit, qui suit mes enfants et ma femme. Le centre antituberculeuse, là, c'est un docteur, il travaille là-bas, il s'appelle docteur Koulibaly. Donc on est parti. Il a dit de refaire encore les examens. On a repris encore. Et il a regardé les résultats, il dit non, que tu n'as rien. Et c'est là maintenant, j'ai dit, je vais aller voir le patron et je vais aller au village derrière maman. Le plus tôt possible, pour pas que ça va prendre du temps, puis ça va compliquer. Et c'est comme ça. Le deuxième docteur, mon docteur qui me suit, quand il a dans les résultats, je suis parti avec le patron, il dit bon, comme tu veux aller au village, ok, il n'y a pas de problème. C'est combien le transport, puis il a dit le montant, puis il m'a remis l'argent et je suis parti au village. Arrivé là-bas, maman m'a envoyé dans un village voisin lointain. J'ai tapé 2 mois. Ils m'ont traité avec indigénat. Ça n'a pas abouti à quelque chose. Et après les 2 mois, j'ai dit à maman, je vais me retourner encore à Abidjan pour aller encore à l'hôpital encore. Mais justement, pour revenir à la question de M. Bienvenu Neba, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pensé à un sort? Est-ce qu'à un moment donné, avant d'arriver au village, est-ce que vous vous êtes dit, peut-être qu'on m'a lancé un sort, peut-être que c'est de la sorcellerie, tout ça, pourquoi? C'est quand maman m'a envoyé dans un village voisin lointain. Le monsieur qui me traitait, il a dit non, que le mal que tu as, c'est où tu travailles là, c'est là-bas, ils t'ont fait ça. Que ton patron et sa femme t'aiment beaucoup. Donc, c'est sur ça, ils t'ont fait ça. Que ce n'est pas une maladie que qui est sur toi. Que c'est au travail là-bas, ils t'ont lancé ce sort-là. Est-ce qu'il a été capable de vous donner le nom de la personne qui vous a fait ça? Il n'a pas donné le nom de la personne. Il a été capable de trouver une solution à votre maladie? Bon, non. Non. C'est tout ce qu'il vous a donné comme information? Voilà. Vous avez cru ou pas? J'ai cru, parce que au travail, oui, au travail, il y a trop de jalousie là-bas. Et puis, chacun, quand le jour tu as des services, chacun est dans son coin. Tu salues même ton voisin, ton collègue, mais il ne te répond pas. Donc vraiment, ce n'était pas facile. Et j'étais le plus ancien. Donc à chaque fois, la femme de notre patron disait, faites comme Anissé. Quand Anissé, le jour il est de service, regarde comment il se comporte. Quand d'autres font les choses, et puis quand madame veut gronder mon collègue, il dit, bon, faites comme Anissé. Quand Anissé, le jour du travail, voilà comment il se comporte. Mais justement, on vous citait en exemple, et vous dites que vous étiez le plus âgé, le plus ancien, pardon. Oui. Mais est-ce que vous créiez, on va dire, les conditions pour qu'il y ait une certaine harmonie au niveau de votre service? Parce que j'ai l'impression que vous vous contentiez, on va dire, de votre statut d'ancien et surtout des compliments qu'on vous faisait. Je voulais ajouter, est-ce que vous aviez de bons rapports avec les autres collaborateurs? C'est ça. On s'attendait bien. Parce que le problème que je suis en train de dire toujours, il dit, comme quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, quand la femme de madame veut lui gronder, il dit, faites comme Anissé. Faites comme Anissé. Faites comme Anissé. Bon, peut-être c'est de là tout est parti. Mais avant d'en arriver là, moi je lui dis, qu'est-ce qui prouve d'abord même que ce que le féticheur vous a dit est la vérité? Parce que ça c'est un peu
leur phrase standard. C'est cela. Tout le monde, c'est comme ça. Ils ont savu des choses. Toi, il y a jalousie dans ton travail. C'est comme ça, généralement. Et, oui, généralement, les femmes même, généralement, quand ils savent que tu es marié, voilà, non. Ton mari, il y a une deuxième femme là, c'est elle qui te dit, automatiquement, elle va croire la chose. Qu'est-ce qui vous fait dire que, automatiquement, c'est qui vient de vous dire la vérité? Parce que même si vous êtes victime de jalousie, c'est pas forcément au travail, même chez vous, au voisinage, il peut y avoir de la jalousie là-bas. Ça peut être dans sa famille aussi. Ouais, dans sa famille aussi, oui. C'est tellement impressionnant et émouvant de savoir que toutes ces personnalités sont passées sur le plateau de ce midi. Alors, juste avant la pub, nous échangions avec notre invité Anissé. Anissé qui était donc vigile, malheureusement. Aujourd'hui, il a du mal à tenir sur ses jambes. Et pour lui, il pense tout simplement que c'est un sort. Alors, la question de Dr Philo, sur quoi est-ce qu'il se basait pour croire que c'était un sort qui lui avait été lancé? J'ai dit c'est un sort parce que j'ai fait des examens, on me dit je ne suis pas malade, que je n'ai rien. Donc, je n'ai rien. Et puis, je ne peux pas me lever pour marcher. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je crois que c'est un sort. Puisque bon, quelqu'un qui n'est pas malade, et puis il ne peut pas s'arrêter pour marcher. Or, je ne suis pas né à ça. Je dors, je me réveille, et puis je n'arrive pas à marcher jusqu'à présent. C'est pour ça que je dis ce que le monsieur qui me soignait chez nous au village, ce qu'il a dit, que vraiment, c'est vrai, c'est un sort. Mais est-ce que vous ne vous souvenez pas, je veux dire, de quelque chose qui se serait passé, qui vienne vous conforter dans votre position? Parce que de mon côté, je n'ai pas fait du mal à quiconque. Et puis je ne me reproche rien parce que oui, je suis là, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Bon. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis, boissons, cigarettes, tout ça là. Depuis mon enfant, je n'ai pas aimé tout ça là. Nous insistons sur la question parce que lorsque nous préparions l'émission, vous avez parlé de vos vêtements qui avaient disparu, tout ça. C'est ça. Quand je n'arrivais plus à marcher pour aller au travail, j'ai envoyé ma femme. J'ai dit, bon, mes draps, mes affaires qui sont restées au travail là-bas, va m'envoyer à la maison parce que le mal je suis dedans actuellement, je ne connais pas où c'est quitté au juste. Ma femme s'en va et au départ, on ne voulait pas la faire rentrer. Je dis non, il suis venu prendre les affaires de mon mari, que ses draps, ses serviettes qui sont restées ici, je suis venu prendre. C'est lui-même qui m'a envoyé. Avant qu'elle arrive là, au travail là-bas, j'ai appelé d'abord mon collègue, dit ma femme arrive là-bas pour prendre mes affaires. Et quand ils l'ont fait rentrer, mon collègue a dit, ah, moi je ne sais pas où il a mis. Et ma femme m'a appelé, c'est sûr que tu as mis dans quel côté? Il dit, bon, à la guérite, voilà le côté ici là. On regarde, on ne trouve pas. Elle dit, ah, on n'a pas trouvé. Toutes vos affaires? Toutes mes affaires, jusqu'à aujourd'hui. Elle dit, bon, il faut revenir à la maison. Et après, j'ai appelé. Sinon, avant que vous ne tombiez malade, les affaires étaient bien là. Les affaires étaient là. Quand il descend, comme d'habitude, je mets dans un petit sac et puis je laisse dans notre guérite. Chacun laisse pour lui là-bas. Chacun laisse, sauf si les tenues sont sales et puis tu prends, tu envoies à la maison pour laver. Mais quand les tenues sont propres, chacun laisse pour lui et puis il descend. Donc, j'ai appelé, ma femme me dit, reviens. Et après, j'ai appelé le chauffeur du monsieur et du patron. Il dit, ah, mes affaires qui sont restées, j'ai envoyé ma femme pour récupérer. Et jusqu'à présent, mon collègue dit, il n'a pas vu. Ma femme est rentrée, ils ont fouillé dans la guérite là. Ils n'ont pas trouvé jusqu'à présent. Il a dit, mais c'est bizarre. Mais qui peut faire des choses comme ça? Bon, je vais en parler au patron. Mais moi, excusez-moi, en tant que la petite fille du lieutenant Colombo, je pense que c'était un peu... Votre jugement n'est pas forcément vrai. Je dis pas que c'est faux, je ne dis pas non plus que c'est vrai, parce que vu le temps où vous avez perdu vos vêtements, parce que vous dites, je rentre le soir, je dors, je me réveille le lendemain, je suis paralysée. Je me dis, avec quelle vitesse la personne a pu agir l'instant juste de votre départ pour se rendre chez un sorcier. Est-ce que ce jour-là, la personne n'a pas travaillé? La personne qui vous en voulait et qui aurait pu vous en vouloir, est-ce que cette nuit-là, la personne n'a pas travaillé pour prendre vos vêtements? Bon, le mal peut se situer ailleurs, je ne sais pas. Mais, moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vos collègues, lorsqu'ils ont appris que vous étiez malade, est-ce qu'ils sont venus vous voir? Est-ce qu'ils vous ont apporté leur soutien?
Oui, ils sont passés à la maison pour me saluer, pour me souhaiter bonne guérison. Ils n'ont pas cotisé? Non. Généralement, non, ils n'ont pas cotisé. Ils sont passés à la maison pour me souhaiter bonne guérison. D'accord. Tous, hein? Ils sont tous passés. Ils sont tous passés. D'accord. Oh, oui. Il n'y a pas eu de suspect, il n'y a pas un qui était un peu bizarre. Je vous charrie. Allez-y, doyen. Bon, je ne veux pas citer le nom de quelqu'un parce qu'il y a l'un de mes collègues, il a dit non que à chaque fois, quand mes collègues viennent me saluer, quand ils s'en vont, ils disent ah, vraiment, l'homme n'est rien. Anissé, c'est lui qui ne marche pas aujourd'hui comme ça là. Et lui, jusqu'à présent, il n'est pas venu me saluer jusqu'à présent. Il n'est plus là-bas même. Il lui dit, oh, il ment. Lui, là, il est en train de faire comme ça pour que le patron va investir l'argent, pour qu'il va prendre pour s'occuper de ses enfants. Donc c'est lui. Je n'ai pas dit c'est lui parce que... On ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Alors, il dit, il n'est pas venu me saluer. À chaque fois, quand mes collègues s'en vont, quand ils viennent me saluer, ils s'en vont, ils disent, ah, Anissé, vraiment, l'homme n'est rien. Anissé qui est assis à la maison comme ça, point rien, point oui. Il dit, oh, il ment. Il fait comme ça pour que le patron va lui donner de l'argent et puis il va s'occuper de sa petite famille. C'est vrai que, mine de rien, vous avez 3 enfants. Oui. Et votre première fille est âgée de 13 ans. C'est ça. Alors, comment vous faites pour vous en occuper? C'est pas facile. Est-ce que vous avez une petite activité? Je ne sais pas. Votre femme, est-ce que votre femme vous aide? C'est pas facile, madame. C'est Dieu. C'est Dieu. Au départ, j'avais un peu dans mon compte. Je prenais, à chaque fois, j'envoyais ma fille pour aller faire retrait. Et puis, j'arrivais à faire les dépenses à la maison. Et même pour les scolariser. Mais après 1 an, 2e année, vraiment, ce n'était pas facile maintenant. C'était pas facile. C'est les personnes de bonne volonté. Je partais les rencontrer. Je prends le taxi le matin, puis je m'en vais les rencontrer. Puis quand il explique ma situation, et il dit, bon, vraiment, on va faire quelque chose pour toi. Et c'est comme ça, jusqu'à présent, c'est comme ça que je vis actuellement. Et votre femme dans tout ça, comment est-ce qu'elle arrive à vous soutenir? Ma femme, au commencement, elle était à mes côtés. Après 1 an, 2e année, elle a commencé à gronder maintenant que vraiment, moi, je ne peux plus rester. Tu es handicapé maintenant. Vraiment, moi, je suis fatigué. Rentrer ici, c'est sortir ici. Vraiment, moi, je vais partir. Je ne suis pas venu à Abidjan pour souffrir comme ça. On a fait 6 ans de vie, 3 enfants. Non, nous, on ne va pas la juger hein, parce qu'on ne sait pas comment on aurait réagi si on se retrouvait à sa place. Donc, un matin, elle me dit, je m'en vais. Il faut rester à tes enfants. Je suis fatigué. Je dis, OK, tout ce que Dieu fait est bon. Merci beaucoup, tout ce que Dieu fait est bon. Donc vous vivez seul en ce moment? Je vis seul avec mes 3 enfants, présentement. Mais alors, ok, moi je vais revenir au niveau de la médecine, parce que c'est vrai que les médecins vous ont dit vous n'avez rien, mais est-ce qu'on a essayé de vous proposer peut-être une solution? Je ne sais pas, vous avez subi des interventions, comment est-ce que... Merci madame. Et quand on est reparti encore au CHU de Cocody, ils m'ont hospitalisé là-bas, ils ont dit bon, ils vont prendre soin de moi d'abord, je vais reprendre encore toutes les analyses. Voilà. Maintenant, ce qui ne va pas, et puis on va voir ensemble. Et on a repris tous les analyses, ils n'ont rien trouvé. Et après, ils m'ont dit, bon, on va te transférer au CHU de Yopougon. Que vraiment, peut-être là-bas, le docteur qui me suivait, il a dit, bon, je connais un docteur qui est au CHU de Yopougon, il va l'appeler, il va venir te regarder si il peut t'envoyer là-bas, et puis il va t'envoyer là-bas. Et le docteur est venu, il a dit, bon, il n'est qu'à venir au CHU de Yopougon là-bas. Et arrivé là-bas, on a repris encore tout ce qu'on a fait au CHU de Yopougon, on a repris là-bas. Rien. Il a dit, bon, il faut faire le scanner. On a fait, premier d'abord, ils m'ont donné l'ordre de scanner d'en bas. On allait faire scanner, on a envoyé, ils ont regardé, il dit, il n'y a rien. Il dit, bon, il faut aller faire scanner en haut. On a fait scanner en haut encore. Ils disent qu'ils vont opérer mon dos. Et c'est là, maintenant, mon oncle étudiant l'a dit, ah, moi, c'est ma première fois, j'attends qu'on opère dos. Le docteur a dit, non, que tout va se passer bien parce que le problème est dans ton dos, c'est pour ça que tu n'arrives pas à marcher. Et le scanner qui est là... Mais c'est quand même bizarre parce que, je veux dire, les analyses ne montrent rien et puis on procède à une intervention chirurgicale, c'est quand même étonnant. On va l'opérer son dos. Mon oncle a dit, bon, ok, comme vous êtes c'est votre travail, faites. Moi, je veux seulement mon neveu n'est qu'à guérir pour qu'on va rentrer à la maison.
Et comme ça, et ils m'ont programmé, ils m'ont donné tout ce qu'on devait faire pour qu'on va arriver à l'opération. On a tout fait. Et tout est parti en ordre. Maintenant, ils m'ont opéré le 28 avril 2016. Et l'opération s'est passée bien. Et une semaine après, ils nous ont dit, je peux rentrer à la maison maintenant. Et maintenant, je lui ai dit, mais maintenant, et le pansement de faire comment? Parce que je suis à Cocody. Il dit, bon, il faut venir ici parce que c'est nous, on t'a soigné. Il ne faut pas aller dans un autre hôpital. Et chaque 2 jours, il faut venir. Et je partais chaque 2 jours pour mes pansements. Jusqu'à ils ont enlevé les fils. Il dit, bon, tu peux faire l'éducation. Alors, avant d'aller plus loin, parce que je sais que vous êtes passé par la rééducation, tout cela, oui. Mais est-ce qu'il y a eu une amélioration après l'opération? Après l'opération, jusqu'à présent, il n'y a pas d'amélioration actuellement. Mais si vous faites une comparaison, oui. C'est resté statique, ça s'est amélioré ou ça s'est empiré? Ça s'est empiré actuellement parce que quand je n'ai pas encore subi l'opération, tout était bien. J'étais bien dans mon corps. Mais après l'opération, vraiment, tout est compliqué. Voilà. Je n'arrive même pas à me redresser comme ça. Or, avant l'opération, je m'arrêtais au salon, j'attrapais les chaises, la table à manger, les fenêtres, tout ça là. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Quand je fais comme ça, là, je n'arrive pas. Moi-même, je m'assois comme ça, on dirait un enfant qui est en train de faire 4 pattes. Vraiment, on est vraiment désolé de ce qui vous arrive. Alors, tout de suite, nous allons retrouver Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. C'est parti. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Le message de Kwaku Charles, il dit on est en Afrique et je pense qu'on ne lance pas un sort pour quelqu'un sans motif principal. Et je pense que vous devrez y réfléchir en essayant de trouver la réponse au plus profond de vous. Vous allez pouvoir probablement surmonter ce mal. Juste après, on a Soin. Il dit généralement, je trouve qu'en Afrique, on croit un peu trop au sort. On exagère un peu pour tout. Pourtant, les solutions à nos problèmes sont très souvent dans notre entourage, dans notre manière de vivre, le divertissement, l'hôpital et tout ça. Je pense qu'il faut arrêter d'accuser un peu les sorciers. Voilà. Je termine avec Alex Roland. Il dit, pour ma part, tout est une question de mentalité. C'est-à-dire, on peut vous lancer autant de sorts, mais si vous n'y croyez pas, ça n'aura aucun effet. Et je ne connais pas votre position en termes de croyance, mais je pense qu'il faut davantage vous rapprocher de Dieu. Peut-être que tout ira pour le mieux. Voilà. Alors, Caroline, c'est sur ce message que je vous laisse. Et je reviens demain parce que vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Vous êtes gentil. Alors, Anissé, on va essayer de rebondir sur la dernière réaction. Votre croyance vous amène-t-elle à chercher de l'aide du côté, je dirais, de Dieu? Oui, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, sans Dieu, on ne peut rien faire. Ça fait 3 ans aujourd'hui, je suis assis ici. Je suis encore en vie. Et je suis avec mes enfants toujours. C'est Dieu. Parce que sur terre, aujourd'hui, rien n'est éternel. Si ce n'est pas Dieu seul qui est éternel. Mais je crois en lui parce que je me suis dit, puisque la médecine n'a rien trouvé jusqu'à présent, donc Dieu fera un jour. Il va me remettre sur pied un jour. Amen. Parce qu'il n'a jamais... Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'il vous aide? Est-ce que vous restez cloîtré entre les 4 murs de votre maison ou bien vous allez dans des lieux de culte, vous priez? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Merci, madame. Je vais dans... D'abord, je vais... On n'est pas obligé de citer le nom de l'église. Hein. Je vais toujours dans notre paroisse. Et quand il y a les camps de prière, j'ai des connaissances qui m'appellent. Bon, vous t'apprêtez vendredi, on va venir te chercher.
pour le déplacement, c'est nous, on va t'aider pour ça. Et ils viennent me chercher, puis on s'en va à camp de prière. Donc, c'est comme ça. Je vous dirais tout simplement que c'est déjà bon parce que c'est ça qui vous aide à tenir et vous êtes reconnaissant du fait que malgré ce handicap, malgré cette maladie, vous arrivez quand même à subvenir aux besoins fondamentaux de votre famille. Et ce qui vous fait tenir, c'est votre foi. Vous êtes sûr qu'un jour, ça ira. Et nous, on a la foi aussi pour vous. On sait qu'un jour, vous allez retrouver l'usage de vos jambes et redevenir le Anissé gentil qui aimait tant travailler auparavant. Mais en même temps, je dirais, essayez aussi de réfléchir. Si vous avez pu vous déplacer jusqu'ici, peut-être que vous pouvez exercer de petites activités génératrices de revenus qui ne vont pas vous demander beaucoup trop d'efforts. Vous allez peut-être vendre quelque chose devant votre maison, je ne sais pas, qui vous fera gagner de l'argent. Parce que ce n'est pas très intéressant toujours de demander. Et on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un vous donnera un fonds de commerce. Réfléchissez donc. Merci infiniment d'être venu partager votre expérience avec nous, votre témoignage. Et vous avez tous nos encouragements. Merci beaucoup. On applaudit Anissé. C'est donc terminé pour la rubrique à témoignages. Si vous êtes intéressé, appelez-nous tout simplement au 22 01 00 00. Pas seulement si vous êtes intéressé, mais si vous avez une histoire intéressante, une expérience à partager avec nous, appelez-nous à ce numéro-là et nous vous recevrons avec grand plaisir. Tout de suite, nous retrouvons Jessica Bomba. C'est Midi Club avec Jessica Bomba. Ça, c'est pas de l'énergie. Je sais pas ce que c'est. Alors, en espérant que le club C'est Midi de ce jour redonne le sourire aux téléspectateurs, surtout notre appel à témoins. Le club C'est Midi, cette semaine, aux couleurs de la Saint-Valentin, et on sait dans cette émission, chaque 14 février est un moyen pour les téléspectateurs de découvrir un peu l'équipe de C'est Midi sous d'autres angles. On regarde ce petit récap des 14 février les plus dégamants. Regardons ça. Que dire sur la Saint-Valentin qui n'a été déjà dit? Quel poème déclamer sur l'amour que tu n'as déjà entendu? Que puis-je t'offrir comme cadeau que tu n'as déjà reçu? Je suis toute confuse, mais mon amour pour toi crie plus fort que mes interrogations. Une force m'étreint et me pousse à t'avouer que je t'aime. Tu vois, les lunettes, je les ai mises parce que l'amour, ça rend aveugle, vraiment. L'amour, ça rend aveugle. J'ai mis du rouge parce que c'est la couleur de l'amour, du bonheur. C'est la couleur de la vie à deux. À la base, moi, même quand il n'y a pas d'histoire, je crée les histoires. Parce que moi, j'aime quand on vient me demander pardon, en fait. Ça me plaît, c'est un kiff du jour. Même s'il n'y a pas de souci, on doit sortir, je te dis, on a rendez-vous à 15h, que tu arrives à 15h01, je me fâche, je sors plus, je suis fâchée. Il faut que tu viennes me demander pardon, en fait. L'orgueil des femmes, je veux me donner un genre, il va venir me demander pardon, comme dans les films d'ailleurs. Et il va me dire, bébé, excuse-moi, s'il te plaît, je vais plus recommencer. Et on va se faire des bisous et la nuit sera intense, quoi. Ça, c'est avant que vous ne soyez une star, hein. Oui, non, je suis comme ça depuis toujours. Je suis une star née, voilà. Donc depuis que je suis petite, je suis une star. Quand on aime vraiment une personne, qu'on a vraiment envie de partager ça avec une personne, on fait tout ce qu'il faut pour avoir cette personne malgré le temps, malgré les hauts et les bas, parce qu'une vie de couple, c'est aussi des hauts et des bas. C'est l'amour seul qui peut permettre à un être humain d'accepter les imperfections de son semblable. Nous sommes tous conscients que nous sommes des êtres imparfaits. Mais pour pouvoir accepter l'autre, il faut de l'amour. C'est une question qui me revient. Alors Caroline, dis-moi, est-ce que JM, il a quelqu'un? Est-ce qu'il est fiancé? Est-ce qu'il est marié? Tout ça. Je ne suis pas marié, mais je suis amoureux. Ouh. De qui? Voilà, donc chaque 14 février, on en sait un tout petit peu plus sur la vie privée et sentimentale des chroniqueurs de cette émission. Et je crois que c'était il y a 2 ans, on a vu Jean-Michel Aunin en train d'essayer de draguer Tia. C'était un grand moment. On regarde ça. Ça va bien, merci. Super. Moi, je vais mieux quand je te regarde. Ouais. Tu sais, Tia, je ne sais pas faire de grands discours parce que je ne suis pas un politicien. Et puis, je ne sais pas faire de belles phrases parce que je ne suis pas un poète. C'est vrai que je suis un garçon, mais moi, je n'ai pas envie de sortir avec toi. Ce que je veux, c'est entrer avec toi dans une vraie relation.
Je suis un homme, mais j'ai pas besoin de toi juste pour une nuit, moi. Moi, j'ai besoin de toi pour toute une vie. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et partout, tout le monde dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais ça, c'est tout le monde. Moi, j'ai pas envie de te traiter comme tout le monde, j'ai pas envie de te parler comme tout le monde parce que tu es trop spécial pour moi. Je ne vais pas donc te dire je t'aime, non. Ce que je vais te dire, c'est... Je pleure. Tia, c'est dingue. Mais l'amour, c'est comme ça rend fou. Franchement, bien bas le chapeau, une technique de drague incomparable. Mais quand Tia a pensé avoir tout Il est dangereux. Absolument tout vu. Quand elle pensait que cette technique de drague était la meilleure qu'elle n'avait jamais vue avec autant de romantisme, c'est parce qu'elle n'avait pas encore vu ça. Regarde. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ben, je ne vais pas passer par mille chemins, Tia. Je suis un homme et je veux sortir avec toi. Oh, l'amour. Serre-moi encore la main. Oh, Tia. Ton corps est chaud, ta paume est chaude. Alors, tu es chaud, t'aimes. Tu es une fille ivoirienne, tu es guerrière et tu n'ignores guère mes intentions envers toi. Oui. Tia, tu es une métisse. Que n'as-tu pas entendu sur cette terre? Quel genre de drague n'as-tu pas entendu sur cette terre, Tia? Je ne vais pas te draguer en français. Je vais aller dans les fins fonds de la forêt guerrière et te dire, vous ne savez pas de quoi, Je crois tout simplement qu'ils ont un incroyable talent dans cette émission. Incroyable talent, tous les chroniqueurs. Le club c'est midi, c'est fini. Hein. Ça a annoncé les couleurs de la Saint-Valentin. On espère que vous allez vraiment profiter des personnes que vous aimez. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour notre club c'est midi. Y a-t-il des futurs? Est-ce qu'il y a des Valentines dans ce studio? Des Valentines. Je veux voir les mains. Je veux voir les mains. Pardon. Non, attention à vous, hein, je vous ai à l'œil. Vous êtes trop jeunes. Et voilà, la Saint-Valentin, c'est dans quelques jours et c'est sûr qu'on va encore s'amuser. En tout cas, merci beaucoup. Merci au Collège Moderne La Victoire qui a été avec nous durant tout le long de cette émission. Merci beaucoup. À l'association Le Bon Voisinage, merci de votre présence. Et l'émission est terminée. On a été très heureux de vous présenter ce numéro. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro de C'est midi. D'ici là, restez sur la chaîne qui rassemble RTI 1. Au revoir.